Le jour tombe. Un grand apaisement se fait dans les pauvres esprits fatigués du labeur de la journée. Vous vous posez, vous vous servez un martini dry, vous allumez votre ordinateur et vous regardez le 6e épisode d'Écran d'arrêt. L'autre jour, un jeune Kevin m'a dit que bientôt tout sera numérique. Et il trouvait ça bien, parce qu'une œuvre dématérialisée ne s'abîme pas et ne se perd pas. Et pourquoi pas? Le numérique rend les œuvres reproductibles pour que tout le monde puisse les voir. Mais si on en croit les chiffres de jeuxvideo.com, 37% des jeux des collections Steam ne sont jamais lancés. Comme quoi, on peut ne jamais jouir de ce qu'on possède. Depuis quelques années, les supports s'effacent. On brade de nombreux livres contre des liseuses, car on préfère l'informatique au bon vieux papier. Mais l'informatique est-elle si résistante que ça? Le Macintosh 2SI de 1990, qu'il est disquette floppy, mon gars. Ah ouais? La grosse bombe. De la bombe? Bah Vas-y. ouais, tu veux voir? Bah ouais, fais Tiens, voir. vas-y, regarde. Le support, ça n'est pas l'œuvre, c'est ce sur quoi elle repose. Sur le site du CNRTL, on trouve cette définition. Objet, élément matériel sur lequel repose une chose, puis susceptible de recevoir une œuvre graphique ou picturale. Le terme concerne la peinture, le son, l'informatique, la photo et le cinéma. Le support, ça n'est donc pas très important, c'est l'objet sur lequel on va réaliser l'art. Mais parfois, l'art est tributaire de son support. C'est le cas de la pellicule de cinéma, qui selon sa taille, sa sensibilité ou son format, va donner une identité à l'image. À moins d'être hipster, on cherche souvent à faire évoluer la technique pour ne plus dépendre d'un support. C'est pour ça que le numérique a été une grande libération, puisqu'il permettait d'enregistrer des informations sans dépendre du support, si ce n'est le stockage. Deuxième qualité, l'information numérique, contrairement à l'analogique, peut être copiée et lue indéfiniment sans détériorer le signal. Au temps des pellicules, on perdait du contraste de l'image à chaque copie. Il y avait une première copie, copie 0, de laquelle on tirait un internégatif. Puis en fait, on faisait les copies. Et il y avait parfois des copies de copies de copies de copies de copies. Copier l'art, c'est le détériorer, mais c'est aussi permettre aux intermédiaires de modifier l'œuvre. Un sujet qui ne date pas d'hier, puisqu'avant l'invention de l'imprimerie, on devait recopier les livres à la main. Le travail était confié à des copistes, le plus souvent moines, qui en plus de faire plein de fautes, se permettaient, de temps en temps, de modifier des passages qu'ils trouvaient incorrects. Soit, ils faisaient de très jolies enluminures, mais changeaient totalement le sens de l'œuvre. Ce travail de censure, dans lequel l'Église catholique était maîtresse, peut aller beaucoup plus loin, parce que les livres, c'est du papier, et le papier, c'est fragile. Les historiens savent que l'Antiquité foisonnait d'auteurs et de tragédiens, et de philosophes, notamment grecs et latins. Mais on trouve aujourd'hui qu'une quantité infime de leurs ouvrages, et ceci à cause des incendies, des guerres et des copistes. La chrétienté a mis de côté tout ce qui ne correspondait pas à sa philosophie, laissant pourrir des papyrus et brûlant carrément des ouvrages interdits. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano se passe dans une abbaye au XIVe siècle, où des moines copistes se chargent de fournir une des plus grandes bibliothèques du monde de l'époque. Mais un livre reste interdit et enfermé, le second volume de la Poétique d'Aristote, un ouvrage consacré à l'humour, sujet formellement interdit par la papauté. Laughter is a devilish wind, which deforms the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Laughter is particular to man. As is seen. L'histoire est à la base un roman d'Umberto Eco, un gros monsieur et un des plus grands écrivains modernes. Il s'est souvent questionné sur le support et la transmission de l'information. J'ai d'ailleurs retrouvé l'émission Le Temps des écrivains de mai 2015 où il parle de l'objet livre. Nous avons la preuve scientifique qu'un livre dure 500 ans. Parce qu'ils sont là. Ils semblent imprimés hier avec du papier fabuleux. Nous n'avons aucune preuve scientifique qu'un USB ou une cassette dure 50 ans. Vous ne pouvez pas le savoir parce que si vous aviez aux années 80 de floppy disk, vous n'avez pas aujourd'hui un ordinateur capable de lire ce floppy disk. Donc vous ne savez pas si ça dure. Dans Le Nom de la rose, les livres sont enfermés pour ne pas être lus et finissent par être brûlés. Et pourtant, Umberto Eco l'appelle l'objet parfait. C'est peut-être qu'il est plus pratique de diffuser une idée grâce à lui que sur une gravure ou bien un pan de mur. Dans mon épisode sur la résistance, j'avais dit que seul l'art résiste dans les grottes de Lascaux ou bien les pyramides d'Égypte. Mais j'ai aussi parlé de l'art provisoire qui n'existe que dans la mémoire des hommes.
Le papier n'est pas le seul support à être fragile. La pellicule était fabriquée jusqu'aux années 50 avec du nitrate, ce qui la rendait hautement inflammable. Des collections entières de films ont brûlé, et certaines, humidifiées, avaient des taches sur tout un pan de l'image. Méliès a une histoire encore pire. Il a terminé sa vie dans la pauvreté et a été obligé de vendre ses bobines, transformées en talons de chaussures. Pour quelques francs, le travail inestimable de Méliès aurait été sauvé. C'est vrai que l'intérêt porté aux œuvres d'art a beaucoup à faire avec l'argent. Les tableaux des grands maîtres sont conservés contre le temps, mais personne ne soucie de la conservation des épisodes de Dallas. L'art populaire est laissé en marge, sauf quand il devient rare. C'est aujourd'hui le cas du jeu vidéo, car certains jeux NES encore sous blister sont considérés comme des reliques. L'émission Extra Credits a réalisé un très bon épisode appelé My Name is Ozymandias sur la conservation des jeux vidéo. Il a raconté comment certains jeux ont disparu car plus personne n'y joue et plus personne ne possède de machine pour y jouer. Si certains jeux sont réédités en émulateur, beaucoup ont tout simplement disparu car pas assez populaires. L'expérience de jeu est aussi dépendante d'un contexte. Vous n'appréciez pas pareil un film au cinéma que sur tablette. Eh bien le jeu c'est pareil. Le gameplay est dépendant de la manette utilisée, et si certains jeux sont très fun sur board arcade, ils deviennent complètement chiants sur PC. Le jeu, c'est aussi une expérience sauvegardée, contrairement aux films et aux livres. Quand vous avez une progression de plusieurs centaines d'heures, ça peut être très frustrant de tout perdre à cause du support. Si vous avez par exemple ces petites cartouches pour Game Boy et Game Boy Color, la sauvegarde est permise grâce à une petite pile, et quand il n'y a plus de pile, il n'y a plus de sauvegarde. L'émission Extra Credits fait la comparaison avec les œuvres picturales. More important than simply keeping extant is the question of ease of access. Even if we do manage to preserve games in an academic setting, even if there is a version of a game that can be accessed with the right equipment and level of technical expertise, what good is that if the barrier to doing so is too high for students or lovers of the medium to really do so? Every painter, every critic and lover of that medium has seen Starry Night. Perhaps not the original in the Museum of Modern Art, but at least a facsimile that comes very near to the real thing. Le nom de cet épisode d'Extra Credit est intéressant parce qu'Ozymandias était le nom de Ramsès II, un grand bâtisseur et amateur d'art. Mais c'était aussi le nom d'un personnage de Watchmen, un comic book que je vous recommande, et qui était très conscient de la conservation des œuvres d'art pendant la guerre froide. C'est que l'art est porteur d'un patrimoine historique. Il nous aide à comprendre notre passé et les civilisations. Grâce à lui, on peut comprendre qui nous sommes. La première action d'un régime tyrannique est la réduction du patrimoine culturel. C'est pourquoi Mao a fait exécuter l'élite culturelle de la Chine et Hitler ordonné de dresser de nombreux autodafés. Le livre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, adapté au cinéma par Truffaut, se situe dans une société dystopique où les livres sont interdits et incinérés lorsqu'ils sont trouvés. Le tableau est assez négatif et les hommes finissent par apprendre les livres par cœur. L'histoire finit dans leur mémoire, un support comme un autre. Pour Umberto Eco, la fiction a un effet plus durable que la réalité, et c'est peut-être pour ça qu'il est important de conserver les œuvres. Les gens s'en fichent du réel. Mes petits-fils, lorsqu'ils auront 20 ans, ils auront complètement oublié les égorgements faits en Irak par l'ISIS, mais ils n'auront pas oublié, j'espère, la mort d'Hamlet. Donc la littérature sert à constituer et à maintenir des images mythiques qui continuent à survivre, tandis que la réalité, on l'oublie. Mais Umberto Eco nous prévient aussi du risque du numérique. Le numérique, ça existe grâce à un courant dans des cellules. Et personnellement, je connais 3 personnes qui ont perdu toutes leurs données à cause d'un problème avec leur MacBook Pro. Sur cette photo-là, en plus, je peux zoomer pour qu'on voit mieux tes fesses, en fait. C'est excellent, et avec les fesses, ça rend vraiment fin. Et là, du coup, ça fait oh putain! La donnée numérique a besoin d'être recopiée parce que sa durée de vie est courte, c'est-à-dire réactualisée. On ne peut pas enfouir une clé USB sous la terre et relire ces données 500 ans après. La donnée est peu à l'aise sur un support. Elle préfère être libre de diffuser sur Internet, ce qui facilite le piratage. Aujourd'hui, la mode est au dématérialisé, ce qui fait fleurir les plateformes Steam et Netflix. La stratégie commerciale a complètement évolué. On ne vend plus un objet. Avant, vous avez fantasmé sur la possession. Maintenant, l'œuvre est éternelle. Elle ne s'abîme pas. De plus, elle est consommable partout, ce qui nous fait dire qu'on nous vend une sorte d'entité et non plus un objet. Le podcast Un Drop dans la mare a consacré un épisode à Steam et à son combat contre les consoles salon. Steam est le nouveau géant qui guette le commerce vidéoludique. Le PC fait alors son comeback comme unité centrale multimédia, un pari perdu par la Xbox One. Le support nous a toujours gênés. Il peut être détruit, il limite la créativité des artistes et la diffusion de l'œuvre.
Mais le support est un objet, et l'objet résiste au temps, alors qu'il ne restera de nous que des os. Le numérique est théoriquement immortel et incorruptible. Il semble être la réponse à notre besoin de tout conserver absolument. Mais le numérique ne se conserve que si quelqu'un est là pour le copier. Conservez vos livres, ils vous survivront. Et comme le conseille Umberto Eco, lisez, ça prolonge votre vie. Et ne plongez pas trop vos yeux dans les fins pixels de l'écran. Ces feux de la fantaisie qui ne s'allument bien que sous le deuil profond de la nuit.